Emmène-moi, I know you wanna give it up. There's no easy way to say I'm gonna save my love for you. Vous n'êtes plus, ça y est. Vous n'êtes plus avec les Double Free, toi. Non, ils m'ont renvoyé. Ah ouais. Oui. Il a été longtemps avec les... Il était la doublure. Je portais les valises pendant les tournées. Oui, dans certaines boîtes de nuit, c'est lui qui chantait. Bon, on va commencer par le foot. Allons-y. Oui, par le foot. On va commencer par la Ligue 1, 15e journée, avec Nice qui est en tête, le PSG qui est juste derrière un point et Monaco qui est 3e. Voilà, c'est le podium. On va commencer avec le match du PSG hier soir qui enchaîne une 5e victoire consécutive. Regardez, ça a commencé, c'était face à Angers, ça a commencé par un hommage au Parc des Princes, comme dans l'ensemble des stades de France, un hommage à l'équipe brésilienne de Chapecoense, victime d'un crash aérien. Alors, côté résultat, Paris l'emporte 2-0, 12e match consécutif sans défaite. Thiago Silva a ouvert le score de la tête à la demi-heure de jeu. Premier but en Ligue 1 cette saison pour le capitaine parisien. En deuxième période, Edinson Cavani double la mise sur pénalty, son 100e but sous les couleurs de Paris. Angers est 10e et Paris est 2e, on l'a dit, derrière Nice. Nice qui se déplaçait à Guingamp. Et ça s'est bien passé pour les Aiglons en terre bretonne. But dès la 5e minute de Belanda. Cette superbe frappe enroulée sera le seul but de la rencontre. Guingamp est 7e. Carton plein, William, écoutez bien, pour Lyon qui se déplaçait à Nantes. Large victoire, 6-0 pour l'OL. Alors je vous ai mis l'ouverture du score de Tolisso, le but de Valbuena et la conclusion de Fekir. Alors une belle victoire qui permet aux Lyonnais d'être au pied du podium. Nantes est 19e avant-dernier. À noter un match nul entre Bastia et Bordeaux 1 partout et Saint-Etienne et Marseille 0-0. Et je vous ai mis aussi un dernier petit but, pas n'importe lequel et pas n'importe qui, regardez bien, celui d'Enzo Zidane, le fils de Zinedine. Sous les yeux de son père, le fiston faisait ses premiers pas en compétition avec l'équipe première du Real Madrid. Il a œuvré pour la victoire madrilène face à Leonesa, 6-1 en Coupe du Roi. Comment le reconnaître? C'est facile, hein, le fils de Zizou. C'est Zizou avec des cheveux. Oui, c'est exactement ça. Ouais, mais c'est lui, il y a... Il n'y a pas marqué Zidane dans le dos. Non, parce qu'il porte le nom de sa maman. Donc il n'y a que son prénom. Et oui, voilà. C'est plus discret, sauf que tout le monde sait que c'est lui. Tout le monde sait que c'est le fils de son papa. Voilà. Bon, il a fini? Non. Ah non, vous m'autorisez à poursuivre un tout petit peu? Mais oui. Ouais, c'est sympa, alors ça me fait plaisir. On va faire un peu de basket, on va commencer par des filles qui perdent. Voilà, ce sont les Berruyères, ça se passe donc pour Bourges-en-Gris qui n'a pas réussi à créer l'exploit en Russie, battu 80-66 par Ekaterinbourg, tenant du titre de l'Euroleague. C'était la 4e journée et les Berruyères comptent 2 victoires et 2 défaites. Chez les hommes, Ligue des Champions, Le Mans en gris conserve la tête de son groupe après avoir battu les Russes de Satorov, 95-78. 6e succès en 7 matchs dans cette compétition pour les Manceaux. Un alley-oop pour conclure. 4e succès d'affilée pour Villeurbanne. Encore du basket. Villeurbanne en Ligue des Champions, Villeurbanne est en blanc. Victoire 83-69 face au Turc d'Uzac. Bilan pour l'Asvel, 5 victoires et 2 défaites. Encore un sport collectif sur un parquet avec un mot de handball. Montpellier en bleu n'a fait qu'une bouchée de Dunkerque, 38-26. 10e journée du championnat de France, les Héroltais 4e. Le podium, PSG, Nantes et Saint-Raphaël. On a encore un petit peu de temps, William ? On a du temps avec du biathlon féminin. C'est un 15 km et il y a une Française sur le podium. Biathlon, vous savez, c'est ce sport, vous allez voir, où on ne voit pas forcément les visages derrière la carabine. Ça se passe à Östersund, en Suède. Première épreuve individuelle de la Coupe du Monde. Alors je rappelle que les athlètes se lancent tour à tour toutes les 30 secondes. Il y a 2 séances de tir couché, 2 debout. Si vous loupez une cible, c'est 1 minute de pénalité. Et Anaïs Bescon a signé un 19 sur 20 au tir. Elle monte sur la 2e marche du podium à 15 secondes de l'Allemande Laura Delmayer, donc qui a gagné. À noter la belle 5e place de la Française Justine Brézard. Et pour terminer, des images, je vais dire exceptionnelles parce qu'elles sont prises au large de l'île des îles Kerguelen. On est au sud de l'océan Indien, au bout du monde, et les 2 premiers concurrents du Vendée Globe ont été filmés par un hélicoptère de la Marine nationale. C'est une première dans l'histoire des courses au large, parce que d'habitude, on a soit des images du bord, des bateaux, soit ce qu'on appelle de la banque image. Là, c'est des images donc qui sont toutes fraîches, toutes belles de ces 2 bateaux. Ils passaient par là, les hélicos? Ils n'étaient pas très loin. Ils étaient en mission. Ils se sont coordonnés avec l'organisation. On a vu Armel Lecléache qui est en tête et juste derrière lui, ils sont à peine à 30 km de distance. Si ça Alex souffle. Thompson. Ça souffle et on voit les feuilles sur les côtés. Vous voyez ces et en plus, regardez sur la grande voile, il a pris des reels. Il a pris un ou 2 reels. C'est beau, hein? Ouf. Voilà, c'était pour vous, c'était cadeau. Merci beaucoup. Dans la bagnole sous un réverbère, une jambe ou 2 par-dessus la portière. Véhicule utilitaire qui sert au transport de passagers ou de marchandises. Jusqu'ici, ces véhicules-là n'avaient une autonomie limitée, quoi.
Alors, ce sont des véhicules électriques. Il en existe, il en roule hein, dans les grandes villes, des véhicules utilitaires électriques, simplement très limités en termes de kilomètres. Et là, le CEA a travaillé pendant 20 ans sur ce système-là. Oui, le Commissariat à l'énergie atomique. Exactement, a travaillé 20 ans et une start-up qui a travaillé récemment avec eux vient de inventer un prolongateur hydrogène. En gros, votre automobile, elle va fonctionner à l'électricité, mais on va lui ajouter un prolongateur hydrogène. Donc, l'hydrogène va permettre de prendre le relais et surtout de donner de l'électricité au moteur électrique. Du coup, on a testé cette voiture en ville. Elle a été testée, mais en ville, hein, pas sur circuit. 367 km en ville. Donc là, ça devient intéressant. Bon, faut faire deux pleins, faut faire un plein hydrogène. Alors, c'est un ça moteur. prend de la place, ça fait un peu laboratoire. Vous allez le voir. C'est le moteur que vous avez vu là en photo, qui sera, voilà, celui-ci, qui sera dans le véhicule, mais un peu éparpillé façon puzzle à l'intérieur du véhicule. Et ça lui permettra donc d'avoir une durée, disons, de plein qui durera beaucoup plus longtemps. Et là, ça devient intéressant. Je vous ai entendu parler de la vignette. J'ai lu hier qu'effectivement, il pourrait y avoir un apport de 8 à 9 000 euros pour justement ce genre de véhicule dans Paris. Donc ça devient intéressant parce que le gros problème, c'est que le véhicule électrique, il est en série, il existe, hein, il sort en série électrique et qu'il faut, et c'est la marque qui va mettre le prolongateur hydrogène dessus. Mais bien sûr, le véhicule vaut beaucoup plus cher, mais il y a beaucoup moins d'entretien. Parce qu'un moteur électrique est quasiment pas entretenu, il salit beaucoup moins. Et donc, finalement, à terme, vous pouvez économiser de l'argent. Je vous propose d'abord de voir comment fonctionne cette automobile, pourquoi elle est intéressante, pourquoi c'est sans doute l'avenir de nos automobiles qui se joue là. Et puis ensuite, je vous donnerai 2-3 informations quand même, notamment pour faire le plein. Le concept de ce véhicule, c'est de prendre d'abord un véhicule électrique et de lui rajouter de l'autonomie. Ce qu'on voulait, c'était de pouvoir faire un véhicule qui était capable de rouler à peu près 300 km, soit, je dirais, une bonne grosse journée de chauffeur-livreur. Alors pour ça, on a un véhicule électrique sur lequel on a ajouté un prolongateur. C'est quoi un prolongateur ? Alors, le prolongateur, il va produire de l'électricité pour venir aider la batterie à ne pas se décharger trop vite. Sauf que ce prolongateur, c'est de l'hydrogène. Hein ? Alors, c'est de l'hydrogène, c'est-à-dire que l'hydrogène, on l'a sous forme de gaz, hein, on a une bouteille à l'arrière, on le convertit en électricité simplement en le mélangeant avec de l'air. Et la résultante, c'est qu'on ne rejette réellement que de l'eau. Ça, c'est la pile qu'on met dans la Kangoo. Le principe est très simple. On va prendre de l'air qu'on va mélanger avec de l'hydrogène dans ce feuilletage et on va récupérer l'électricité qui va servir à la propulsion du véhicule ou à recharger la batterie lorsque je suis à l'arrêt. Elle est passée bien sûr à travers un grand nombre de tests. C'est-à-dire que ça n'explose pas, hein. Ça c'est une chose qu'il faut enlever de l'esprit des gens, ça n'explose absolument pas. N'importe qui peut rouler dans cette voiture et en toute sécurité, à la fois pour la personne qui est dedans, mais aussi pour les autres. Comment ça s'installe ? Alors, on bricole pas ça dans un garage, hein. Aujourd'hui, ce sont des kits qu'on fabrique de manière industrielle. C'est une option. J'achète cette Kangoo électrique avec l'option hydrogène. Tout à fait. Ces véhicules sont faits plutôt pour des gens qui vont beaucoup rouler en ville. Donc on l'a plutôt fait pour des flottes captives de professionnels. Aujourd'hui, on arrive à avoir une rentabilité économique équivalente au diesel pour les gros rouleurs. Comment je m'en procure après de l'hydrogène ? L'électrique, j'ai vu, on en a de plus en plus des bornes électriques, mais les bornes hydrogène. Alors les bornes hydrogène, ce sont des véritables stations. Donc on installe en fait une station avec ses bouteilles, avec un système de ravitaillement. On va en fait mettre une station qui va desservir un minimum de 20 voitures. Bon, un Kangoo, ça coûte ce que ça coûte.
Sauf que c'est vendu sans tout ce matériel-là. Oui, mais si que vous voulez l'ajouter, Renault vous l'ajoute, mais vous allez payer finalement votre Kangoo C'est le une double. option. C'est une option, voilà, exactement. Là, il en roule 100 actuellement. ok, mais l'option, elle coûte, ça vous met le prix du Kangoo à combien Ça finalement? met le prix du Kangoo beaucoup, beaucoup plus cher. Voilà, ça double un peu le prix. Ça double un peu. Mais il y en a déjà 100 qui roulent. Il y en a 300 à 400 qui rouleront l'année Non, mais prochaine. il faut le savoir, c'est tout. Bien sûr. Et si vous voulez, après, on peut vous expliquer, si on fait un peu de prospective, qu'on rentre dans son argent au bout d'un certain temps parce que D'accord. la Oui, bien sûr. voiture a besoin de beaucoup, beaucoup moins de révision Oui, qu'un oui, moteur oui, oui. à essence ou Ah, un ah, moteur. oui, bien Bon. sûr, bien sûr. Le problème, c'est les stations de gaz à hydrogène. Il n'y en a que 14 en France, 2 à Paris, 150 en projet. On est très en retard par rapport aux Anglais et aux Allemands. Ça débute. Oui. Allez, à suivre. Merci beaucoup. Et à Moscou, notre correspondant Dominique Derda, qui ce matin va vous parler de quelqu'un dont le nom de famille vous dit certainement quelque chose. Si vous avez un peu plus de 30 ans, c'est un nom de famille d'artiste et d'agent. Et lui, c'est un compositeur dont la musique était très à la mode dans les années 70-80, ici en France, mais aussi en Russie, ce que nous ignorions. Et là, il s'appelle Didier Marouani. Et là, figurez-vous qu'il est de retour en Russie. Et alors, il n'est pas là-bas pour rien. C'est pas pour un concert. C'est pour une raison très particulière que va vous expliquer maintenant Dominique. Racontez-nous ça. Bonjour. Oui, bonjour William. Au début, c'est assez simple. Didier Marouani, le compositeur, accuse un chanteur russe, Philippe Kirkorov, d'avoir plagié l'une de ses chansons les plus célèbres. Généralement, ce genre d'affaires, ça se règle devant un tribunal. Sauf que là, eh bien, c'est dans une banque que les deux hommes se sont retrouvés et c'est dans un commissariat de police que Didier Marouani a passé une partie de la nuit. Pour que vous compreniez un peu mieux, il faut que je vous explique que les deux hommes, en fait, s'étaient mis d'accord pour éviter un procès. Ils s'étaient mis d'accord moyennant une indemnité, disons, confortable. Mais évidemment, au moment de la transaction, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Philippe Kirkorov n'a pas apporté la somme convenue. Il est sorti. Il a appelé la police qu'il avait prévenue auparavant et accusé Didier Marouani de tentative d'extorsion. C'est ce que vous allez voir dans ce reportage que j'ai réalisé avec Patrice Hacheret, Tania Tarasenkova et Volodya Sidorov. Embarqué par des policiers sous les flashs des photographes comme un vulgaire criminel, il ne s'attendait pas à ça, Didier Marouani. C'est moi la victime. Kirkorov est un escroc. L'affaire fait la une de tous les journaux télévisés en Russie. Le compositeur français est venu à Moscou pour régler un différend qui l'oppose depuis des années à l'un des chanteurs les plus populaires du pays, Philippe Kirkorov. Didier Marouani l'accuse d'avoir plagié la musique de l'une des chansons qu'il a composées. La copie, selon Marouani, est l'original. Les deux hommes s'étaient donné rendez-vous dans cette banque mardi après-midi en compagnie de leurs avocats pour signer la fin des hostilités. Philippe Kirkorov devait remettre à Didier Marouani une somme conséquente. On parle d'1 million d'euros en compensation de ses droits d'auteur. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Kirkorov a appelé la police qui a débarqué en force. Il accuse Marouani de tentative d'extorsion. J'espère que la justice triomphera et que tous les coupables seront punis. Le français n'est pas un inconnu en Russie, loin de là. Dans les années 70 et 80, avec son groupe Space, il remplissait les stades. Sa musique électronique avait pour la jeunesse soviétique le goût de la liberté. Vers 4 heures du matin, Didier Marouani ressort libre du commissariat. Aucune charge n'est alors retenue contre lui. Et c'est lui qui, à son tour, passe à l'offensive. La façon dont il s'est conduit et comment ça s'est passé hier, c'est vraiment c'est un guet-apens, c'est criminel et on va déposer en ce sens, mes avocats vont déposer en ce sens une plainte au pénal pour crime et pour dénonciation calomnieuse. Ce qui au départ devait être un arrangement à l'amiable entre les deux vedettes est aujourd'hui un règlement de compte devant les caméras. Bon, Dominique, on ne comprend pas bien tout ce qui s'est passé là finalement, parce que l'accord avait été passé entre les deux hommes, et puis au dernier moment, il appelle la police. Pourquoi? Oui, effectivement,
Eh bien aujourd'hui, figurez-vous, William, que Philippe Kirkorov affirme que c'est pas lui qui avait donné son accord à Didier Marouani, que c'est un imposteur qui s'était fait passer pour lui au téléphone et par mail dans ses échanges avec Didier Marouani. L'imposteur en question, qui se fait appeler Vovan, est assez connu dans ce pays parce qu'il se serait déjà fait passer, tenez-vous bien, pour Vladimir Poutine auprès d'Elton John. Eh bien, l'imposteur, toujours si l'on en croit Philippe Kirkorov, l'imposteur aurait finalement été pris de remords. Il aurait contacté l'avocat de Philippe Kirkorov, lequel avocat aurait décidé de tendre un piège, un guet-apens à Didier Marouani. Vous voyez que l'affaire commence à être vraiment un peu tirée par les cheveux et on a un peu du mal à croire la version donnée par le chanteur russe. Toujours est-il que cette affaire, eh bien, la prochaine fois qu'on risque d'en entendre parler, ce sera sans doute réellement devant un tribunal et non plus dans une banque. Bah, vous nous tenez au courant. Merci beaucoup, Dominique. Absolument. À bientôt. Vous avez encore le mur de une. Moi, je l'aime bien celui-là. Ah, je ne l'ai pas fait Je suis pas le aujourd'hui. seul, hein. Mais Ah je oui, vous il le est bien. referai Ah oui, oui. à l'occasion. Quand on voit vous toutes aimez les bien. unes des journaux régionaux, je trouve ça très joli. Bon, par quoi on commence? Mais il y a des jours où ça part un petit peu dans tous les sens. Ah C'est bon le cas aujourd'hui. Je dirais qu'une fois passé la primaire de la droite et du centre, chacun reprend sa liberté éditoriale. Aucun sujet ne semble s'imposer plus qu'un autre, ce qui fait que ce matin, voilà, vous avez votre petit mur. William, il est moins grand que celui d'hier. Ah, mais ça, c'est les il est pas mal, nationaux, quand même. ceux-là. Voilà, c'est les nationaux. Eh bien, ce matin, ça va du 100e but de Cavani au PSG à la situation à Alep, en passant par la flambée des prix du pétrole. Le jugement des salariés d'Air France qui avaient quasiment lynché l'un de leurs cadres, ou encore l'évasion fiscale. Mais votre attention à la lecture des journaux sera sans doute attirée par ce dessin de Kolkanopa, c'est dans Le Monde. On y voit un touriste un peu particulier. Ses bagages sont bardés d'autocollants. Palmyre, Mossoul Resort, I Love Raqqa. Le gars a l'air cool. Il garde un œil sur l'écran des vols sur le départ. Paris, Bruxelles, Nice ou Londres, allez savoir. Il rentre à la maison, tranquillou, après avoir fait son petit djihad. Alors, les retours du djihad, il en est question ce matin dans le gratuit 20 minutes et de manière plus détaillée dans Le Monde. On sait que si 700 Français sont encore en Syrie, 200 ont déjà quitté l'organisation État islamique et ce sont autant de problèmes posés au pays d'origine. Alors, le papier du Monde commence par l'histoire de Kevin, un Breton. Il a 23 ans, il a passé plusieurs années en Syrie et il a bien fallu tout ce temps pour qu'il réalise finalement que c'était un peu dangereux. Il s'est donc pointé à la frontière turque, accompagné de ses 4 femmes et de leurs 6 enfants. Et depuis le mois de juin, eh bien, il est en tôle à Istanbul. Mais femmes et enfants, après avoir été incarcérés pendant 4 mois, ont été expulsés par la Turquie. Tout ce beau monde est donc en France. 3 épouses dorment en prison, détention provisoire. La 4e est sous contrôle judiciaire. Et les enfants, eux, ont été placés, comme l'on dit. Alors oui, ces gens-là posent problème parce que s'ils reviennent du djihad, ça ne veut pas forcément dire qu'ils en sont revenus. Il y a une différence entre revenir physiquement, concrètement, et en revenir psychologiquement, intellectuellement. Alors ces déçus sont-ils sincères? La justice part du principe qu'il y a pas mal d'opportunisme dans ces retours, parce que la situation pour eux s'est dégradée en Syrie récemment. Elle a donc serré la vis, la justice. Jusque-là, le fait d'avoir rejoint les rangs de Daesh était passible de 10 ans de prison. C'est désormais un crime, passible de 20 à 30 ans de réclusion. Il s'agit pour la justice de protéger la société en les laissant plus longtemps en prison. Alors ça, c'est la théorie, et puis on verra en pratique ce que seront les peines prononcées quand elles le seront. Alors après, il y a le problème de la prévention. Il en est question aussi dans Le Monde. C'est un travail à mener en parallèle à la déradicalisation de ceux qui reviennent. Et Le Monde propose une interview de Muriel Domnac, coordinatrice de la lutte contre la déradicalisation. Dans son interview, on comprend que ceux qui s'en occupent sont débordés. La prise en charge ne cesse d'augmenter, dit-elle. En mai dernier, cette prise en charge concernait 1600 personnes et 800 familles. Et l'objectif était de doubler tout ça d'ici 2018. Eh bien, 3 mois après seulement, 3 mois, eh bien, on était déjà passé à 2400 personnes et à 1000 familles. Alors que la lutte contre la déradicalisation est encore une politique plutôt jeune en France, assez récente. Elle date de 2014. En tout cas, tous ces criminels, si vous voulez en savoir plus sur eux, vous pouvez les lire ou les écouter. C'est aussi dans Le Monde, avec des extraits du livre Les Revenants, un livre de David Thompson qui propose des témoignages d'hommes et de femmes partis rejoindre Daesh
par rejet de la France et par quête d'un idéal. Vous lirez par exemple le témoignage de Léna qui dit que le jour de l'attentat de Charlie fut tout simplement le plus beau de sa vie. Je vous préviens, c'est assez bas de plafond en général. Merci Patrice. À tout à l'heure. Le 1er décembre, vous le savez peut-être, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida, le jour où la planète se rappelle que le combat contre le VIH est toujours une réalité, dans tous les pays d'ailleurs. Et alors à ce sujet, il y a des chercheurs américains qui ont récemment publié un article, on en avait parlé ici, qui remet en cause les origines du virus et fait s'effondrer le mythe du premier patient, un steward, c'est-à-dire le patient identifié comme le premier cas aux États-Unis. Voici les explications de Laurence Beauvillard. Il faut toujours trouver un responsable. Alors, en 1981, quand les Américains vont déclarer l'épidémie de sida, ils vont chercher d'où vient le mal. Ils vont trouver un steward québécois, ils vont l'appeler le patient zéro. Et aujourd'hui, on sait que c'est pas lui. Ce Gaëtan n'est pas le patient zéro, et même si c'est quelqu'un qui a été bien authentifié comme étant un décédé du sida, ayant effectivement probablement avec une très forte activité sexuelle, on en a dit qu'il avait 250 partenaires par an dans les dernières années de sa vie alors qu'il était déjà contaminé, et les historiens reconnus ont dit qu'il avait joué un rôle important dans la diffusion de l'épidémie au tout début, n'est pas le patient zéro. Et la petite anecdote, c'est qu'il y a eu une erreur de reprise de l'histoire. Le patient O, il s'appelait O parce qu'il s'appelait Out of California, parce qu'il venait du Québec. Et O, ça donne zéro, de typographiquement, donc de patient O, on l'a appelé patient zéro, et c'est comme ça qu'il est devenu la personne étiquetée comme étant le foyer initial de l'épidémie, ce qui n'est pas le cas. Et je crois qu'il faut quand même, à titre posthume, rendre grâce à cette personne, n'est pas le maillon initial d'une épidémie américaine. Ces chercheurs sont repartis d'une base de données de prélèvements sanguins qui avait été fait dans les années 70 à New York et à San Francisco, essentiellement chez les gays qui avaient consulté pour des infections sexuellement transmissibles, ont montré qu'il y avait la présence du VIH, qu'il y avait des patients infectés à la fin des années 70. Ils donnent même un pourcentage qui est assez étonnant dans l'histoire du sida. Ils disent qu'à la fin des années 70, il y avait, entre New York et San Francisco, il y avait 7% et 4% de personnes qui étaient déjà contaminées, ce qui est quand même beaucoup, alors qu'on sait que l'épidémie ne va apparaître cliniquement qu'en 81, soit plus de 10 ans après. Très clairement, à la question, le berceau du sida, c'est où? On sait clairement que c'est entre une région qui va entre République démocratique du Congo, Cameroun, autour du fleuve Congo. Quand c'est compliqué de dater, en tout cas, on sait qu'il y a des traces de la maladie authentifiées rétrospectivement au milieu des années 50, donc on est bien loin de l'apparition de l'épidémie en 81 aux États-Unis. À partir du moment où ça rentre dans les grandes villes, par les échanges aériens, ça diffuse, et ça va diffuser aux Caraïbes, à Haïti. Et là, très clairement, de Haïti, ça va diffuser par l'échange notamment de tourisme sexuel avec les États-Unis vers la Californie, New York et d'autres villes, pour après diffuser au tout début des années 80 vers le reste du monde, Europe, Asie et Europe de l'Est. Par contre, ce qu'on n'explique pas, et c'est ça le chaînon manquant dans l'histoire du sida, c'est pourquoi ce virus qui était présent sous une forme animale chez le chimpanzé, chez le macaque, etc., est devenu tout d'un coup agressif et s'est transmis à l'homme pour après diffuser. En 2016, on estime que 37 millions de personnes sont porteuses du virus du sida dans le monde. 130 000 en France, dont 20% ne connaissent pas leur statut de séropositivité. Les traitements sont très efficaces, mais malgré ça, la meilleure arme contre cette maladie reste le dépistage et la prévention. Merci, on va passer à la météo maintenant avec Nathalie Riouet. Ce sont les 4 vérités de Benoît Hamon, candidat à la primaire de la gauche, député des Yvelines. Il est interrogé par Caroline Roux. Et il attend, comme tout le monde, la fumée blanche en provenance de l'Élysée pour savoir si François Hollande sera candidat, alors que le doute plane maintenant même sur l'organisation de la primaire. Bonjour Benoît Hamon. Bonjour Caroline Roux. Est-ce que vous finissez par perdre patience, vous aussi? Non. C'est vrai? Non, parce que vous n'attendez rien en provenance de l'Élysée, pas même de fumée blanche, de décision du chef de l'État? Non, bon, ce serait mieux que l'on sache si oui ou non il est candidat. S'il est candidat à la primaire, tout ça viendra en temps et en heure. Mais en même temps, moi, je continue, je trace ma route.
Ça veut dire que peu importe la décision de François Hollande, ça ne change rien sur l'organisation de la primaire, sur la tonalité même de cette bataille pour la présidentielle. C'est pas rien quand même une candidature d'un président de la République, Mais pardon. Je ne dis pas ça. D'abord, je respecte le chef de l'État en fonction. Je ne dis pas que ce n'est rien. Je pense qu'on parlera forcément lors de cette primaire de son quinquennat. Mais ce qui me paraît plus important, c'est de savoir ce qu'il aurait à dire sur les 5 ans à venir. Et ce que nous avons à dire, ce que moi j'ai à dire sur les 5 ans à venir. Et il me semble aujourd'hui que sur la question sociale, c'est-à-dire la question sur laquelle nous avons échoué, les conditions de vie des Français, leur travail, le salaire qu'ils en tirent, leurs conditions de travail, la souffrance au travail, sur ces questions-là, on a besoin d'avoir une parole forte à gauche. On peut encore dire quelque chose quand on est à 7%. C'est le cas du chef de l'État. Qu'est-ce que ça raconte de sa relation avec le pays? Qu'elle est très altérée, d'abord avec l'électorat de gauche, qui est mécontent, un peu désespéré, sinon beaucoup désespéré, et que fondamentalement aujourd'hui, il a à se tourner vers la démocratie. Quand on est dans cette situation-là, il n'y a pas d'autre solution que le peuple. La démocratie qui doit respirer et qu'il ne faut pas craindre. Et il n'y aurait pas pire solution que celle qui consiste à esquiver un exercice démocratique comme la primaire. C'est nous qui l'avons inventé, la gauche. La droite s'en est saisie, et assez remarquablement, avec des débats de bonne qualité, même s'il y avait des impasses sur le climat, sur l'éducation, et 4,5 millions d'électeurs à la fin. Imaginez que aujourd'hui la gauche fasse l'impasse sur les primaires, se livre à un exercice où dès le premier tour des élections présidentielles, de Mélenchon à Macron, en passant par le candidat socialiste, les écologistes et tous les autres, on soit 5, 6, 7, tout ça, ce serait la promesse d'une chose, c'est d'un second tour Fillon-Le Pen. Moi, je ne m'y résous pas. Qu'est-ce qui l'en empêche, le chef de l'État, Rien. de s'affranchir de la primaire? Rien, sinon je l'espère, une certaine idée de la démocratie. Voilà. Et le fait d'y croire encore. Idée de la démocratie, vous-même, vous avez dit la solution, c'est le peuple. Le peuple, avez-vous dit, pas le peuple de gauche. Il est chef de l'État. Se présenter devant le peuple sans passer par une espèce de sélection organisée par sa famille politique. Au fond, Oui, ce ne serait pas antidémocratique? Et ce ne serait pas antidémocratique, sinon que... Il y a peut-être quelque chose entre le peuple de gauche et François Hollande qu'il faut clarifier. Si aujourd'hui François Hollande est si faible dans les sondages, c'est pourquoi? C'est parce que celles et ceux qui lui avaient fait confiance en 2012 ne lui font plus confiance. Pourquoi ne lui font-ils plus confiance? Parce qu'ils ont l'impression d'avoir été lésés. Ce sont les petits retraités qui aujourd'hui ont moins de pouvoir d'achat, ce sont les femmes isolées qui travaillent et qui ont le sentiment que leurs conditions de travail sont plus difficiles qu'avant, ce sont des jeunes qui ont rempli toutes les cases, ont coché toutes les cases pour pouvoir être diplômés et ne trouvent pas de travail, surtout quand ils sont issus d'immigration ou de religion musulmane. Bref, ce sont ces gens-là qui disent « mais qu'est-ce qui a changé pour moi ?» Peu de choses. Qu'est-ce qui va changer avec François Hollande? J'aimerais bien savoir, et c'est à eux qu'il doit parler d'abord, et c'est à eux que moi, je m'adresse aujourd'hui. S'il n'y va pas, et on avance ensuite, est-ce que la primaire peut tout de même avoir lieu? Est-ce que vous irez, vous, à une primaire avec Arnaud Montebourg, avec Marie-Noëlle Lienemann, Gérard Filoche? On verra s'ils ont leur parrainage ou d'autres. Est-ce que ça aurait du sens? Là, on rentre... c'est une émission célèbre, je crois, sur le service public en terrain inconnu. Mais si le président de la République s'affranchit d'un processus démocratique qui est celui du parti dont il est issu, pour dire je m'envole tout seul, soutenu par le Premier ministre Manuel Valls, nous verrons, mais à cette étape je ne le conçois pas. Je salue d'ailleurs le Premier secrétaire du Parti Socialiste qui dit qu'il y aura des primaires. Mais si des primaires sans le président de la République, vous voyez bien que ça prend une tournure totalement différente. Moi, à cette étape, je ne conçois pas cette solution comme possible et envisageable. Comment est-ce que vous qualifiez l'état de votre famille politique, Benoît Hamon? C'est la gauche titanique, disait Libération. Non, mais tout ça, ce sont des formules qui sont... ça va mal, mais pourquoi ça va mal? Parce que sur le fond, quand on écoute un dirigeant ou un gouvernant de gauche, à la première oreille, on ne reconnaît pas la gauche. Au fond, c'est assez simple, on a une droite totale en face de nous. Conservatrice sur les questions sociales, conservatrice sur les plans sociétal et qui est très libérale sur le plan économique, qui fait de la fonction publique son adversaire numéro 1 revancharde. Il faut en face une gauche totale. Une gauche totale, ça ne veut pas dire une gauche radicale, c'est-à-dire une gauche qui veut gouverner parce qu'elle conçoit que l'exercice du pouvoir est nécessaire pour ce qu'elle n'a pas fait là, transformer. Et bien moi, j'aspire à incarner cela, c'est-à-dire la volonté de transformer et à partir de nos valeurs. Nos valeurs, c'est quoi? C'est la passion de l'égalité, la justice sociale, mais aussi à gouverner. Eh bien, je crois qu'autour de ça...
Il y en a un qui parle comme ça, si le peuple de gauche, comme vous dites, tend l'oreille, c'est Jean-Luc Mélenchon. Il considère aujourd'hui que la gauche, c'est lui. Il a obtenu le soutien des militants communistes. Il est assez haut dans les sondages, si on décide qu'on croit toujours les sondages. Est-ce que vous n'avez pas déjà, vous, Benoît Hamon, on pourrait aussi dire Arnaud Montebourg, perdu cette bataille de la vraie gauche? C'est lui qui l'incarne aujourd'hui. Mais justement, moi je déteste cette expression de vraie gauche. Moi, je Vous dites gauche radicale, gauche totale, alors... Mais la gauche totale, ça veut dire toutes les gauches. Et le rassemblement de la gauche. Si Jean-Luc Mélenchon pense être le meilleur, il aurait été très simple, et il est encore très simple, d'être candidat à la primaire de la gauche. Il la gagnera dans ce cas-là. Et il sera le candidat de toute la gauche. Des écologistes, je l'espère aussi, aux socialistes, en passant par tous les autres. Ce serait formidable à ce moment-là, puisque ça voudrait dire qu'il serait capable d'être au second tour de l'élection présidentielle. Aujourd'hui, dans le scénario actuel, il n'en est pas capable, pas plus qu'aucun autre à gauche. C'est pour ça que, je le redis, il y a forcément des hommes providentiels partout, dans chaque parti. Jean-Luc Mélenchon est sans doute providentiel aux yeux de certains, Emmanuel Macron providentiel aux yeux d'autres, le candidat qui sera issu de la primaire socialiste le sera à nouveau, mais sauf que ça n'existe pas, la providence. Moi, j'y crois pas en politique. Je préfère l'intelligence collective, et l'intelligence collective, c'est de passer par la primaire. Deux petites questions rapides. Arnaud Montebourg a reçu le soutien de Christian Paul. Alors, les gens qui nous regardent se disent peut-être qui est Christian Paul. Christian Paul, c'était celui qui avait conduit les frondeurs au dernier congrès. Est-ce qu'Arnaud Montebourg est le candidat des frondeurs? Vous seriez quoi, vous, à ce compte-là? Non, mais parce que Christian Paul, c'est un député. Il était l'animateur d'un groupe de parlementaires dont déjà une vingtaine d'entre eux m'apportent leur parrainage. Christian, il fait un choix personnel en faveur d'Arnaud Montebourg. C'était un secret de polichinelle, honnêtement. Ça change rien. Je ne crois pas, non. Alors, le Parti Socialiste n'a pas de candidat, mais il a un projet. En tout cas, il a présenté quelques pistes avec une proposition phare, le revenu de base, le revenu universel. Ça vous fait sourire, forcément, parce que c'est un sujet que vous poussez depuis longtemps. Comment est-ce que vous pouvez expliquer aux gens qui nous regardent ce matin? C'est pas un salaire à vie, c'est pas une refonte des minima sociaux. Qu'est-ce que ça changerait dans notre façon de concevoir le travail. Bon, c'est une bonne nouvelle que le Parti Socialiste et beaucoup d'autres viennent sur des propositions qui incarnent une nouvelle protection sociale. Le revenu universel, c'est le fait que vous ayez une allocation, que vous soyez riche ou pauvre, en plus de votre salaire, de votre retraite ou des indemnités chômage. Il vous permet quoi? D'être plus autonome et plus libre par rapport au travail. Il est obligatoirement accompagné d'un droit inconditionnel au temps choisi, c'est-à-dire la possibilité de réduire son temps de travail, de pouvoir s'occuper d'un parent vieillissant, d'un enfant qui en a besoin à l'adolescence ou qui est tout jeune. C'est donc la possibilité de changer son rapport au travail. Et c'est surtout un nouveau moyen de penser la protection sociale. Il va y avoir moins de travail parce que des robots, des machines remplacent les hommes dans tous les services. On voit même que le métier d'avocat est percuté par ça. On voit que dans l'industrie, on est percuté par ça, dans la grande distribution. La question c'est, quand on met un robot à la place d'un homme, on économise un salaire, mais ce robot cotise-t-il pour notre protection à nous? Mais moi, je pense que le revenu universel, qui devra se mettre en place étape par étape, eh bien, il doit permettre aux hommes et aux femmes de se dire que dans un pays qui produit plus de richesses par les robots et cette richesse doivent contribuer à ce qu'on soit mieux protégé, plus libre par rapport au travail. Ça me semble être une réforme d'une puissance et d'une force considérable et qui ne doit surtout pas être rabougrie à des formes, on va dire, minimalistes qui consistent à prendre un nom et à faire un petit Canada Dry de la mesure en remoulinant les minima sociaux, c'est-à-dire en faisant seulement un nouveau RMI qui s'adresserait seulement aux personnes les plus pauvres. Moi, je veux éradiquer la pauvreté, mais aussi permettre aux Français d'avoir un nouveau rapport au travail. Merci beaucoup. Merci, Caroline. C'est à vous, William. Merci Caroline. Caroline, que vous venez d'entendre, qui a reçu il y a 2 jours le trophée des femmes en or dans la catégorie médias. Bravo. Merci de le dire ce matin, William. Vous êtes la meilleure. Bisous. À plus tard. Par exemple, la semaine prochaine. Dans l'actualité gastronomique, du lourd ce matin et du cocorico, s'il vous plaît. C'est un restaurant français qui vient de décrocher le titre de meilleur restaurant au monde. C'est le restaurant de Guy Savoy, qui est abrité dans les locaux de la Monnaie de Paris. La Monnaie de Paris, c'est une institution monétaire nationale qui, parmi ses missions, fabrique la monnaie française et s'est installé quai Conti à Paris. Il y avait combien de compétiteurs? Mais il y avait 1000, s'il vous plaît, 1000 restaurants qui étaient en compétition. Bien plus même, parce que, plus que ça. Le classement en référence 1000. Mais il y avait tous les restaurants et tous les établissements du monde. L'idée, en fait, elle est assez simple, c'est on a des classements qui sortent tous les jours en gastronomie. Et il y a des Français qui se sont dit, mais
C'est quand même dommage. On devrait faire finalement la moyenne de tous ces classements, de tous ces guides. Alors quand je dis les classements et les guides, on parle du New York Times, par exemple, qui fait ou défait un restaurant en Amérique, du guide Michelin que nous on connaît en France, mais Ouais. qui est dans quelques Mais pays. il y a combien de guides qui ont été sollicités? 400 guides, 400 C'est classements. la moyenne sur 400 guides, donc Voilà. c'est incontestable. Et alors c'est incontestable parce qu'en fait ils en font une note. Et alors là, la note de Guy Savoy, c'est 99,75 sur 100. Ah ouais, c'est plutôt une bonne note, hein, quand même. Oui, on va appeler ça une bonne note. Et alors l'idée, c'est qu'ils tirent le classement, ça s'appelle La Liste, et celui qui est en tête, c'est Guy Savoy. On est allé le voir. C'est The List in English. Ah bah oui, D'accord. the List et Alors, La ouais. Liste en français, puisque c'est un classement fait par des Français. Et nous, on s'est précipité. Ah bah oui. Alors expliquez-nous où nous sommes, parce que la dernière fois qu'on vous a vu, on était du côté de la place de l'Étoile, et là maintenant vous avez migré le long de la ça fait Seine. maintenant un peu plus d'1 an. C'est vrai que je suis dans ce lieu magique qui est la Monnaie de Paris, entre le Pont Neuf et l'Institut. Si on imagine que le restaurant est une recette, oui. On peut dire que le premier ingrédient, c'est celui qu'on découvre, c'est le Oui. lieu. Après, bien sûr, l'esthétique du lieu, bien sûr l'atmosphère du lieu, l'attention, et puis bien sûr la cuisine. Je crois que c'est un voilà, il faut tous ces ingrédients-là pour que la recette restaurant fonctionne. Bon, là on a vu l'écrin, on va aller voir le diamant, c'est comme ça qu'on dit? C'est trop gentil, allez. Bienvenue. Allez. Guy, être le premier parmi 1000 dans le monde, ça c'est quand même un truc de fou, non? Oui, c'est toujours un moment fort où l'événement est reconnu comme ça, puis d'une manière planétaire cette fois-ci. C'est génial, on va savourer. J'attends le regard des jeunes qui viennent d'entrer dans la maison et qui parfois me regardent d'un air un peu bizarre quand je leur parle de rigueur, quand je leur parle d'effort, quand je leur parle de tout ça. Et ils vont dire, bon, ben c'est vrai qu'il a eu raison. Il a eu raison de nous embêter toute l'année. Ça paye. Sometimes the road can be so long, but on the way you know you'll find me. Qu'est-ce qui doit guider dans ce métier? C'est bien évidemment la passion, l'enthousiasme, l'envie de bien faire. C'est 2 fois par jour, à chaque table, pour chaque convive. Parce que le vrai défi, il est là. Et on ne changera jamais l'heure du déjeuner, on ne changera jamais l'heure du dîner. Pourquoi on reconnaît notre gastronomie? Pourquoi le monde nous reconnaît? Et on reconnaît la gastronomie française parce que la gastronomie française, elle est inspirante. Le premier atout que la cuisine française a, ce sont les produits. On a une diversité et une qualité de produits qui est unique au monde. Alors des bons produits, on en a partout sur la planète, Oui. heureusement. Mais nous, on a la quantité, la diversité et on peut dire qu'on a le top. Ici, on a pas mal de stagiaires étrangers. En tout dans le restaurant, salle et cuisine comprise, 15 nationalités différentes. Bon, donc la meilleure des gastronomies au monde, c'est laquelle? Pour le pays, la France. Ah, ok, parfait. Donc c'est pas un Français qui le dit, c'est un Australien. Ah bah oui, Voilà. les neutres. Hein. En fait, le classement sera connu dans quelques jours. Là, c'est une avant-première. Ah bah, exactement. On ne sait pas s'il y a peut-être dans les 10 premiers Ah bah, d'autres restaurants français. L'année dernière, il y en avait d'autres aussi dans les 10 premiers. Ce que l'on sait, c'est que le deuxième, il y a 2 ex-aequo. Il y a un japonais et un new-yorkais, un établissement new-yorkais, mais qui est tenu par Maggie Lecause, qui est française. Ah oui, voilà. c'est vrai. Donc vous voyez, donc comme quoi on a encore des choses à dire en gastronomie. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que la liste était là, pour rappeler que quand même les tables françaises et le monde entier vient apprendre la gastronomie en France. Voilà. Merci Loïc. La météo maintenant avec Nathalie Riouet. Dans chaque hémisphère, notre canne bière. Et partout, elle est populaire. Ça, par exemple, c'est une chanson estampillée Provence. C'est clair. Mais le produit dont on va vous parler, est-ce qu'il est estampillé Provence? Est-ce que c'est une appellation d'origine protégée? Non.
C'est tout le problème. Bah alors. On en fabrique depuis le Moyen-Âge. Le procédé est reclémenté depuis le XVIIe siècle, puisque c'est Louis XIV qui a établi cette réglementation. C'est vraiment spécifique à la Provence. Et pourtant, l'appellation savon de Marseille n'est pas déposée. Donc c'est pour ça qu'on trouve d'autres savons dans d'autres régions qui ne suivent pas forcément le procédé d'origine. Comment le savoir quand vous achetez ça sur un marché, par Ben, vous exemple, on l'achetez dit- là-bas. C'est tout. Vous Mais vous êtes Vous pas allez sûr. acheter votre Vous sa- n'êtes pas sûr votre que c'est- savon. c'est fabriqué de façon artisanale, avec le procédé ancestral, etc. C'est un procédé qui est déposé. Je vous dis, il y a une réglementation qui date de Louis XIV, qui est toujours suivie aujourd'hui. Procédé artisanal. Évidemment, on a changé les chaudrons. Ce ne sont plus les mêmes qu'au XVIIe siècle, mais le procédé est le même. Et les ingrédients sont locaux. Et ce qui se passe, c'est que moi, le conseil que je peux donner, c'est d'acheter sur Internet si vous ne pouvez pas vous rendre directement sur place. Oui, oui. Parce que c'est vrai qu'il reste quoi 5 savonneries en Provence, que ce soit à Marseille ou à Salon de Provence. C'est pour cela d'ailleurs que les savonniers se sont unis et qu'il existe aujourd'hui une union professionnelle des professionnels des savons de Marseille. Est-ce que ces Et cinq ils ont professe- demandé... Est-ce qu'ils ont un label? Et non, ça n'est pas déposé. Ils ont demandé une IG, une indication géographique, de façon à ce que leurs produits soient reconnus. Et on attend, et on attend, et on attend, et les mois passent. En attendant, c'est un produit que l'on redécouvre, parce que jusqu'au XXe siècle, n'oublions pas que ça a été la seule chose pour la peau, pour le linge, pour le corps, pour la maison. Et puis sont arrivés la lessive et le lave-linge, mais aujourd'hui, on le redécouvre. Donc nous avons rencontré la présidente de l'Union des professionnels du savon de Marseille, qui dirige la savonnerie de son arrière-grand-père et qui nous dévoile l'histoire et ce fameux procédé marseillais de fabrication. Regardez. Depuis le Moyen-Âge, on a tous les ingrédients nécessaires à la fabrication du savon dans la région marseillaise, c'est-à-dire l'huile d'olive, la soude, qui était initialement une plante des terrains salés de Camargue, et le sel de Camargue. L'édit de Colbert de 1688 fixe les règles de fabrication du savon de Marseille. D'abord, c'était la cuisson dans de grandes chaudières. L'utilisation exclusive d'huile d'olive pure, uniquement des huiles végétales. L'utilisation de graisse animale était totalement proscrite et les contrevenants risquaient d'être chassés de Provence. Dans nos savonneries marseillaises et salonnaises, on fabrique toujours notre savon dans ces grands chaudrons, comme le préconisait Louis XIV. Le savon de Marseille se fabrique selon un procédé très particulier, que l'on appelle d'ailleurs le procédé marseillais, qui est à base d'huile végétale, que l'on va verser dans cette grande marmite, que l'on va faire réagir avec de la lessive de soude, qui est de la soude diluée dans de l'eau. Et c'est sous l'action de la soude et de la chaleur que les huiles végétales vont peu à peu se transformer en pâte de savon, que l'on va cuire pendant plusieurs jours, jusqu'à la fin de la fabrication et jusqu'à ce que le maître savonnier vérifie et décide que le savon est prêt. Une fois que le savon est prêt, on va le couler au sol et le faire sécher, le découper. Et ensuite le conditionner, l'emballer. C'est là où les choses ont un peu évolué. On a des machines plus automatiques pour conditionner, emballer le savon. On reconnaît le véritable savon de Marseille par ce petit logo qui est tout simple, qui est déposé par l'Union des professionnels du savon de Marseille, les derniers fabricants de la région marseillaise. Ce logo est garanti la composition végétale, sans additifs chimiques, le procédé de fabrication, qui s'appelle procédé marseillais, en chaudron, et le lieu d'origine, le lieu de provenance, qui est le bassin historique de fabrication du savon de Marseille, la région marseillaise. Ah bon, donc là, c'est bien qu'elle précise ça. Donc, cette étiquette fait office de label pour l'instant. Absolument, pour l'instant. voilà, En attendant cette une indication étiquette-là. géographique, vous pouvez avoir confiance. Et en plus, ils se battent vraiment pour préserver cette Ouais, bien appellation sûr. qui n'en est pas une. Et surtout, ce procédé qui est le même, qui reste extrêmement artisanal. Ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'ils vendent tous par le biais d'Internet, évidemment. Donc ça, on peut en profiter. Que c'est un produit qui s'exporte, que ça soit en Asie ou que ça soit aux États-Unis, même si le premier marché reste
la France, c'est un produit qu'on redécouvre, qui est toujours excellent pour la peau, l'huile d'olive. On connaît les bienfaits de l'huile d'olive, y compris les vertus pour la peau. Et n'hésitez pas à les contacter, hein, parce que c'est une belle histoire. Merci beaucoup. Ça veut dire qu'on est super à la bourre, en termes clairs. C'est un peu ça. C'est un peu ça, très bien. Oui, c'est vrai, vous êtes déjà venu. Hein, oui, on vous l'a je déjà crois. dit, ça. Très bien. Alors, vous allez voir une boutique. On est sûr d'acheter là dans cette boutique du MIF, du Made in France. Et c'est avec Laura du Web qu'on voit D'ailleurs, ça. ils ont même une web TV qui s'appelle 100% MIF, William. Ça s'appelle 100%madeinfrance.fr. Donc c'est un site qui regroupe que des marques qui fabriquent en France, tout domaine confondu. Donc que ça soit l'homme, la femme, l'enfant, le sport, la maison, le jardin. Oui. Ils vous font une liste des produits qui sont vraiment fabriqués en France. L'alimentation aussi, non? L'alimentation, bien sûr. Oui. Non, il y a tout. Et il y a également, si vous voulez connaître un peu tout ce qui se fait, une sorte d'AFP du Made in France. Oui. Ça s'appelle lafabriquehexagonale.com. Et on vous dit toutes les nouveautés. Dès qu'un nouveau produit sort Made in France, c'est sur ce site. Très bien. C'est un peu, voilà, ils nous copient un peu, parce que c'est ce qu'on fait aussi, nous. Oui, exactement. L'actualité du Made in France. Ouais, J'en ai d'autres, vous en voulez d'autres? je ne sais pas si on a le temps. Ah, d'accord. Sinon, il y a acheterfrançais.org, parce que finalement, c'est une vraie tendance. Donc là, c'est plus sur tous les cadeaux de Noël, si vous voulez faire des cadeaux Made in France. Et sachez aussi qu'il y a les régions, maintenant, qui créent leur propre site, notamment la région sud-ouest, où ils vont mettre non seulement des produits Made in France, mais surtout Made dans le sud-ouest. Ah oui, d'accord. Voilà, donc je vous mettrai tous les sites. Mais Par nous, région ou par ville, même parfois? Par ville, oui, pour l'instant, c'est par région, par ville, j'ai pas encore. Bon, merci. Et puis, il y a toujours le slip français, hein, qui était un des précurseurs, notre chouchou. Ça fait longtemps. Le chocolat français et le matelas français. Il y avait longtemps qu'on n'avait pas parlé du slip français. Non, mais il y a le Merci chocolat beaucoup. français et le matelas français. Ça va ensemble, le slip et le chocolat. Ils c'est deux cadeaux. s'entraident, ils se soutiennent. Voilà. Merci beaucoup. Thought romance might always pass me by, and I never know the reasons why. Hope was wearing awfully thin. Là, ça. Bonjour. 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 Vive la France, donc. Hein. Alors, 5 ans après le film que vous avez peut-être vu à l'époque, ça s'appelait Comme des frères. C'était un jeune réalisateur qui s'appelle Hugo Gélin, qui avait d'ailleurs dans son film révélé Pierre Ninet. Vous vous souvenez peut-être de ce film Comme des frères? Oui. Ça avait très bien marché. Et là, le revoilà avec Demain tout commence. Et il a eu la bonne idée de choisir Omar Sy. Qui joue quel rôle là? On devrait dire Omer Sy. Omer Sy, oui. Non, mais parce qu'il a quand même une jolie carrière En ce moment, aux oui, ça États-Unis. marche En ce moment, il est toujours à l'affiche du film de Ron Howard, Inferno, aux côtés de Tom Hanks. Et ce n'est pas une participation, hein, c'est un vrai rôle. Donc franchement, et puis beaucoup de choses qui arrivent. Omar Sy, l'acteur préféré, la personnalité préférée des Français dans le top 3. hein. Ça s'appelle Demain tout commence. C'est vrai qu'on avait beaucoup aimé Comme des frères. Hugo Gélin, il a 36 ans, ça n'est que son deuxième film. Et on retrouve tous les ingrédients, la pâte qui avait donné tant de charme. Le voilà, Hugo. Le voilà. À gauche, fils de Alors, Xavier oui. Gélin, petit-fils de Daniel. C'est ça. C'est Gélin, petit-fils de Daniel Delorme aussi. Enfin, c'est d'une famille d'artistes. Tous très talentueux. Et extrêmement sympathique. En plus. Alors, dans le film, Omar Sy est un garçon plutôt insouciant, qui s'amuse, qui travaille dans un restaurant de plage sur le sud de la France. Il fait la fête, c'est un belâtre, hein, voilà. Et puis un jour, une jeune femme, Clémence Poésy, l'actrice française que nous connaissons, que vous voyez ici, débarque et lui dit tiens, Samuel, voilà, c'est ta fille. Ah bon? Oui, bon, je te la laisse parce que ça ne va pas fort. Et voilà, donc c'est une idée de départ toute simple. Ce Samuel se retrouve contraint, alors qu'il n'est absolument pas prêt, contraint à devenir père. Il va s'installer à Londres, il va changer de vie, et puis c'est très beau d'ailleurs, on voit le lien que va tisser ce père avec sa petite fille. Ils vont devenir inséparables. Papa gâteau, papa poule. 8 ans plus tard, la maman redébarque dans la vie et demande la garde exclusive de la petite fille. Donc c'est un film dans lequel on pleure beaucoup, dans lequel on rit beaucoup aussi. Ça, alors, sans m'avancer, je suis sûre que ça va faire un minimum, on peut dire tranquille, un petit 4 millions. Tranquillamente, hein. Elle fait des, mais c'est sûr. paris maintenant. Moi, je fais des paris. Entre journalistes spécialisés. Non, là, mais je te le fais à souvent, 3 millions là. En général, non mais William, quand on dit des trucs, souvent on se trompe pas. Ah ouais? Ouais. Et je tiens à dire que je n'ai Mais pas de part dans ce C'est film. film de Noël, ça fait rire, C'est ça fait pleurer. Voilà, le film qui fait beaucoup de bien, on appelle ça un feel-good movie. On a rencontré Omar. Alors attention, Omar Sy toujours aussi sympathique. Mais alors maintenant, les interviews, il y a du monde, hein. Ah ouais? Ah oui.
Ah, mais ils sont 15 derrière, attachés de presse. Mais ils parlent tous français ou... Oui, il parle. Non, mais c'est extrêmement sympathique. Mais on sent quand même que ça y est, Omar est devenu vraiment. C'est une star. Nous l'avons rencontré. Mais il vous a reconnu quand même. Ah oui. Bonjour Omar. Bonjour. Tu me reconnais pas, c'est ça? Ah mais oui, Christine de Berlin. De Londres. De Londres, voilà, c'est ça, of course. C'est cool de te voir avec ton bébé. C'est ta fille. J'ai vu un emploi du temps de dingue. J'ai vu aussi, alors est-ce que c'est un tox ou pas, un tournage avec Keira Knightley, Robert De Niro, avec l'accent. Ouais, t'as mis l'accent un peu. C'est vrai? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a des discussions, donc c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas. C'est pas fait. C'est pas vrai. J'ai un bébé sur les bras, je trouve pas sa mère, j'ai tout perdu, mon portefeuille, j'ai plus de couches et il pleut. Ah, vous parlez français? Ouais, ça m'arrive. Ah, vous allez me sauver la vie. Avec plaisir. On n'est pas à peu près là. C'est pas faux. Vous jouez un papa poule, Omar, dans le film. C'est un rôle de composition ou pas? Assumé total. Ouais, assumé total. Oui, je le suis un peu, mais je le suis pas comme mon personnage, un peu exagéré pour le bien de notre narration. Je suis avant tout un papa et il faut cadrer. Avez-vous la moindre idée des conséquences de votre éducation sur Gloria? C'est une bombe d'actrice, la petite Gloria. Gloria Elle est Costa. pro, elle avait déjà tourné? Non, c'est son premier film. Ouais. Elle a 12 ans. Elle est DJ. Elle rappe. D'ailleurs, c'est très compliqué de ne pas tomber en amour d'elle quand on la voit. Elle, c'est une fille qui dégage quelque chose d'assez balèze. Alors on découvre, nous, on ne le connaissait pas, un comédien québécois assez fun dans le film quand même. Antoine Bertrand. Il joue sur scène au Canada. C'est vrai, il joue dans l'adaptation théâtrale d'Intouchable au Québec. Il joue votre rôle. Il joue le rôle de Driss, ouais. Clémence Poésie, c'était la première fois que vous tourniez avec elle? Oui, c'était la première fois. J'ai beaucoup admiré ça chez elle. Elle y va un peu... Moi, je vais un peu comme ça, là, et elle, on sent que c'est... Ouais. Et je trouve ça beau, elle a la classe. Omar, le film rend hommage quelque part à votre doublure cascade. On le voit dans le film parce que c'est l'acteur qui joue Jack Bates. Voilà, l'acteur que vous doublez. C'était marrant de faire ça, et puis en plus, c'est une manière aussi de lui rendre hommage. On s'est marré à faire ça. Mais c'est vrai que j'aime bien les cascades, j'aime bien faire un maximum de trucs possibles. Ouais, mais sauter du 11e en feu, là, ils n'ont pas voulu. L'assurance te plaît. No way. Maman! Ça a duré 8 ans. Tu sais ce que c'est 8 ans? C'est une éternité. Et pour finir, Omar, quand vous avez découvert le film, vous l'avez vu, fini, entier, monté? Non, j'ai pas vu, non. Mais alors, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a de plus en plus d'acteurs. En général, c'est des grosses stars, un peu comme vous. J'ai pas encore vu le film, je le vois bientôt, mais je l'ai pas vu. Mais vous le voyez quand, le film? Je verrai jamais, je veux pas voir. Parce que vous ne voulez pas vous voir? Non, mais c'est vrai? Ouais. Tous les films? Tous les films. J'ai vu aucun de ma boule. Et Intouchable, vous l'avez pas vu? J'ai jamais vu Samba, Intouchable. vous l'avez pas vu? Non. Chocolat, vous l'avez pas vu? Non. Ok, mais non, mais là, on a une vraie info. C'est faux. Ah alors, donc, vous en avez pensé quoi? Est-ce que vous étiez heureux du résultat, fier, Oui, content? bien sûr, on aime le film, on est... Bon, ben, c'est super. Merci beaucoup, Omar. Merci. C'est Salvador, le rire est Parce qu'il extraordinaire. avait toute une journée à faire de la promo. Et parfois, il s'ennuie, mais là, il se marre. Il dit, ah bah là, ça, là, c'est là, la blonde d'une Il cliente. taquine. Vous noterez que le reportage est enregistré, il y a un petit montage. J'ai un peu de sens de l'autodérision puisque je l'ai laissé. Bah oui, non, parce J'aurais que pu nous, on l'enlever. savait, on aurait exigé. Je trouve ça très drôle. Je trouve ça très drôle. Omar Sy, donc ça sort mercredi prochain. Demain, tout commence. C'est vraiment un joli film qui fait beaucoup de bien. Il est également à l'affiche le 21 décembre. Regardez, ça s'appelle Norme. C'est Omar qui prête sa voix à l'ours blanc, l'ours polaire qui va partir en guerre contre les méchants humains qui veulent construire des buildings dans l'Arctique. Voilà. Et c'est pour les enfants de 4 à 8 ans. C'est mignon comme tout. Très bien. En tout cas, merci d'être Ça venu. vous a plu, cette petite intervention? Non, très bien. Puis en plus, sachant que vous êtes couché très tard hier soir parce qu'elle a bossé cette nuit, vous la voyez là au cours du défilé qui s'est passé sous le... Oui, Et j'avais là, des extensions. J'avais des extensions. Ça vous va très bien, ce costume. Et j'ai hâte de vous le montrer. J'ai hâte de vous le montrer en privé. Les sangs, la plage romantique. Ah,
sûr, on vous reconnaît bien. Ne dites pas que c'est pas moi, c'est pas sûr, on vous reconnaît très très bien. Là, il s'agit d'une exposition. À quel endroit et ça montre quoi? À la Cité de l'Architecture et du Patrimoine à Paris. Et alors pourquoi tous à la plage? Effectivement, il fait -2. On est tous en train de se dire la -8 même parfois. Tout le monde a des chats dans la gorge. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez été à un match de foot? À qui, moi aussi? Oui, oui, oui. Ah oui, c'est possible. Enfin bon, Voilà. Pris froid. Bah, j'étais à côté, le type qui tient le micro le type qui de Charlotte, vous n'avez pas reconnu? Ah, c'est ça. Et donc, évidemment, on n'est pas à la saison a priori de la plage en ce moment. Et c'est justement là que les décalages est intéressant. C'est justement parce qu'il fait froid et parce que tout le monde se caille un petit peu les miches qu'il faut aller se précipiter. C'est toute l'histoire, en fait, des stations balnéaires. C'est-à-dire du démarrage où il y a l'idée de se dire, tiens, on va aller se baigner. C'est une idée très, très incongrue au départ. Ça date 19e? Ça date du 19e siècle. Et au départ, évidemment, toutes les stations balnéaires, elles sont plutôt dans le nord du pays, de la France. Parce qu'en fait, il y a du casino, donc on vient en même temps jouer. Les casinos sont interdits à Londres. Donc vous avez tous les Anglais qui vont descendre pour faire un petit peu de casino et découvrir en même temps la baignade. Et après, avec les Américains et avec l'arrivée de tout le monde, clac, tout le monde va vouloir redescendre vers le sud. Et c'est cette migration qui va donner lieu à des constructions architecturales, parce qu'on est quand même à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Et c'est cette histoire-là qui est intéressante avec une question. Comment va-t-on faire quand il n'y aura plus de sable? Parce que vous êtes au courant quand même, il y a des diminutions de plus en plus importantes de ces portions qu'on adore, qui sont les plages. Chercher dans le Sahara. Non, vous allez. C'est déjà le cas. Voilà. Elle a déjà plus la réponse. On fera des fausses plages. Enfin, je n'en dis pas plus, car la réponse. Faux sable. Du faux sable, non, ou carrément des îles, vous verrez. À Dubaï. Hein. Eh oui, bien sûr. Ah oui. Et c'est ce qui est aussi également présent dans cette exposition qui parle donc des tout débuts de la baignade, avec l'article qui se prend des amendes parce que son maillot est un peu trop échancré, parce qu'il y avait une police à la place. Oui, mais ça va mieux, puis vous avez remarqué. Oui, ça va mieux. Et jusqu'à donc les dernières créations à Dubaï. Voilà, c'est la visite guidée. Oh, la plage, c'est merveilleux, les petits oiseaux, les palmiers, le sable fin, pas du tout. Au début, quand ça commence la plage, c'est curatif. C'est issu, en fait, du thermal. Donc vous avez ici des caricatures de Daumier, le bain à la lame, par exemple. Qu'est-ce que c'est cette histoire? On prend la dame, on la met dans la lame, on lui fait boire des paquets de mer. Ça va, madame? Oui, mais c'est comme ça qu'on soigne. Puis voilà, elle est guérie. Ça, c'est les débuts de la plage. Bon, mais alors le plaisir là-dedans? Faut attendre la fin du 19e siècle avec l'apparition en Angleterre de la bathing machine, la machine à prendre des bains. C'est une petite carriole en bois qui est traînée par des chevaux, vous amène directement dans la mer, et puis là, vous vous déshabillez, vous êtes à l'abri, vous prenez votre bain, délicieux, et puis vous remontez dans la cabine, et hop, et voilà, c'est terminé. Attention, personne dans son plus simple appareil. Non, il y a la police ici, police des bains de mer qui veille au respect des bonnes mœurs. Oui, attention. Et tout à coup, au milieu de l'expo, un train. Pourquoi un train? Tout simplement parce qu'il fallait relier les villes aux plages. Et donc, on va développer des tas de choses, des villes balnéaires, du côté de Nice, de Monaco. Et puis, il y a le train du plaisir, le Paris-Royan. Alors, pourquoi on l'appelle le train du plaisir? Parce que les messieurs ne restaient que le week-end à la plage. Donc, le dimanche soir, ils rentraient pour aller voir leur maîtresse. Et pendant ce temps-là, madame, qui restait, elle, à la plage, elle restait avec le maître nageur. Et comme à l'époque, il ne donnait pas beaucoup de leçons de natation, il s'occupait autrement. On aurait pu appeler ça aussi le train des... Plage, il y avait une belle fille qui avait peur d'aller prendre son... Et puis, au fil de l'exposition, vous allez découvrir avec les congés payés, la démocratisation de la plage, et puis le maillot qui s'échancre, et puis vous avez apparition du 2 pièces en 1950, bien avant le tout petit rikiki bikini. Bikini qui fera évidemment scandale. Ensuite, vous avez le monokini, et puis finalement zéro-kini. Ah oui, cul nu, mais là, attention, c'est les gendarmes. Et pour terminer, à force de bétonner un peu partout, du sable, il y en a beaucoup moins. Donc on est obligé de créer des îles artificielles et des villes flottantes. Par exemple, du côté de Monaco, tadam, regardez, c'est ça le grand projet. Ça résonne comme dans une cathédrale, parce que c'est un projet un peu utopique. Alors vous dites, ouais, mais dites donc, c'est pas Jojo. Oui, enfin, rassurez-vous, des projets comme ça, il y en a déjà eu dans les années 70, il y en a déjà eu dans les années 50, mais pour l'instant, ça n'a pas vu le jour, donc bon. Donc vous n'êtes pas prêts de déguster les villes flottantes. Pas tout de suite. Dommage, parce que j'aime bien, moi, les villes flottantes.
Ah oui. Ah oui, non. Oula, Ah là, oui, c'est oui. ça. Oui. Attends, non, remets-la, Oui, regardez, remets-la. regardez. Remettez-la, là, si vous pouviez. C'est un projet pharaonique. Hein, et en ce moment, d'ailleurs, ce sera peut-être le seul projet qui verra le jour. Parce que vous avez vu, ça fait longtemps qu'on nous en parle de ces îles. Mais là, maintenant, il paraît que c'est sérieux. Et oui, parce que la disparition progressive des bancs de sable fait qu'il va bien falloir qu'on continue à aller à la plage. Hein. Non, mais alors c'est bien parce qu'il y en a autant dessous que dessus. Bien sûr. Il y a des choses étranges. Et il y a des choses à voir dessous, oui. Ça, c'est la baie de Monaco 2022, voilà. C'est demain, hein, 2022. C'est énorme. Oui, c'est énorme. Par rapport à l'hôtel qui est là, vous vous rendez compte Oui. Qui fait déjà, lui, 1, 2, 3, 4, 5 étages. Vous imaginez ça C'est plus de 13 étages. C'est à l'échelle, ça Oui, bien sûr, c'est à l'échelle, oui. Après, ils se sont amusés d'en rajouter Et de une, loin, deux, regardez, trois. on dirait une baleine. Pour l'instant, il n'y en a qu'une en projet. Hein Il n'y en a qu'une seule. Eux, après, ils en rajoutent. C'est facile. Bon. Mais bon, c'est facile dans les projets de rajouter des choses en disant oui, on va le faire. Après, est-ce que ce sera fait C'est une autre histoire. Merci infiniment. On peut éviter de chanter dans les reportages. Ah oui, c'est pénible. Ça, c'est Ah bon restaurant. Je pensais que... Non, on a eu des plaintes. On a eu des Petit plaintes. bikini, non Nous, c'est ouvert jusqu'à 9h25, sans chanson. Monsieur l'ordinateur, dites-moi, où est passé mon cœur? Je vous appelle au bureau du bonheur. Très jolie chanson. Ça date des années 70, 78. Non, attendez, 79, 80. 85, moi je dirais. Non. Ah non Ah ça Non, Dorothée, 80. L'ordinateur, 80. l'ordinateur, je la chantais. Oui, je m'en souviens. Vous aviez 6 ans. Non, je suis née en 76. Donc c'est 84. Fais un petit pari. Ah bon, allez, on va regarder. Bon, Voilà. à part ça, vous travaillez sur le Téléthon Je travaille sur le Téléthon. C'est Pas les toute 30 seule, ans, là, c'est il y un a- anniversaire. Il y a Sophie Davant, il y a Nagui, il y a Garot, le parrain. Et alors, qu'est-ce qu'on Il y va a voir plein d'animateurs de France Télévisions. D'ailleurs, Nathanaël de Rinxin participera au Téléthon. Lui-même Lui-même, il sera à Nevers. Il y a Myriam Sera. Enfin, il y a Non. plein. Si, À quel endroit il sera, Rinxan à Nevers. Nevers. Oui. À quelle heure Quel Bah, jour demandez-lui, il est là. Qu'est-ce qu'il fait là Ah ben, vous êtes déjà là. Ah, d'accord, il a oublié son micro, c'est pas grave. Il a dit qu'il venait faire de la pub pour Nevers où il sera pendant le week-end et pour le 13h où il sera aujourd'hui. C'est tout C'est tout. Merci beaucoup. Vous êtes très bien coiffé, Nathanaël. Non, dès demain soir. Le 13h, Pour à quelle Nevers. heure Et alors, qu'est-ce que vous avez à nous présenter qui Donc, concerne le plein de télé choses. Donc, c'est les 30 ans, c'est un anniversaire. Oui. Cette année même, le cinéma s'investit. Il y a une publicité spéciale dédiée au cinéma. Donc, si vous n'allez pas souvent dans les salles obscures, voici le clip pour mobiliser toutes les générations. Voilà, ça c'est pour le quoi Le clip Pour le- officiel, on va dire. qui est diffusé au cinéma. Et d'ailleurs, à propos de cinéma, certains se sont mobilisés, ont créé des courts-métrages Mhm. qui font entre 2 et 3 minutes avec BNP Paribas. Et donc, si vous votez en ce moment pour ces courts-métrages, à chaque fois que vous mettez un like, Mhm. c'est un don qui va au Téléthon. Ah, d'accord. Donc voilà, vous regardez des courts-métrages et en même temps, vous faites un don. On continue. Qui se mobilise pour le Téléthon? Évidemment, on a dit c'est toutes les générations. Donc c'est celles qui passent leur vie sur leur smartphone et leur écran. Donc les youtubeurs, mais aussi tous les blogueurs. Et parmi ces blogueurs, il y a les blogueurs culinaires qui ont une cote d'enfer sur le web. On va regarder quelques images. Ils se sont, pour la plupart, tous mobilisés. Ils proposent des recettes qui vont générer des dons. Ils vont vendre leurs gâteaux sur Internet. Et donc les meilleurs blogueurs, qui sont parfois suivis par plus d'1 million de personnes, donc c'est énorme, sont là, se mobilisent pour le Téléthon et font des recettes et des gâteaux pour célébrer les 30 ans du Téléthon et permettre à l'AFM de collecter encore plus de dons. Donc ça, c'est ce qu'on appelle... si vous aussi, même si vous n'êtes pas blogueur professionnel, vous pouvez faire votre gâteau, le vendre autour de vous et poster sur les réseaux sociaux avec le hashtag Mais qui c'est Téléthon qui, Gourmand. c'est qui va acheter mon gâteau pourri? Personne. Bah alors là, je C'est- peux vous dire que si vous faites un gâteau pour le Téléthon, Oui, je pense que c'est- Non, parce qu'il va être un peu- non seulement tout le monde va l'acheter, mais très cher. Ouais. Voilà. La crêpe froide, un peu, tu vois le droit. On Et en qu'est-ce qu'on reparle, a là. Moi, d'autre je viens vous aider à Ah, faire un dites donc, gâteau. la chanson de Dorothée, vous aviez raison. Ah. 85. Ah, voilà, merci. Bien joué. Bon, On quoi continue d'autre avec les studios Harcourt qui se mobilisent aussi cette année. Donc, si vous voulez vous faire tirer le portrait comme les grandes stars de cinéma, il y a les cabines Harcourt qui sont réparties partout en France. Et si vous vous faites photographier pendant le week-end du Téléthon, eh bien, les bénéfices sont reversés aussi à l'AFM Ça, Téléthon. c'est formidable. Hein. Des professionnels, vous allez voir.
Ça change. Et il y aura des studios même sur les plateaux du Téléthon qui sont sur l'hippodrome de Longchamp. Bon. On continue une vente aux enchères. Je ne sais pas ce que vous allez donner cette année. Oui. Parce que vous avez déjà donné une tasse spéciale Télématin, le conducteur. Donc là, c'est Draw qui est encore une fois partenaire. Une maison de vente aux enchères française, parce que pendant quelques années, on n'avait pas forcément un site d'enchères français. Et là, ça y est, c'est Draw pour la 3e année consécutive. Donc il y a des artistes, Laurent Jenken, Richard Orlinski, et puis tous les animateurs de France Télévisions qui vont donner des effets personnels. Les qui effets vont être personnels. mis en Mais vente des effets, sur pas des trucs d'occasion. Ah, si, c'est des trucs si, d'occasion. Ah oui, quand même. Ah oui, plus vous l'avez porté, Les vieilles plus baskets ça a de de la Rexor, il y a valeur. ça aussi. Alors, je ne sais pas ce que Nathanaël fait de l'escrime beaucoup. Donc, Ah oui, tiens. peut-être qu'il a quelque chose à nous donner. Vous n'avez pas un vieux fleuret ça serait bien, ça, non? Alors non, moi c'était de l'épée, ça n'a rien à voir. Ah, pardon. Parfait, oui. Mais non, mais je vais... Un gant? Ou alors un... D'escrime, non. Non plus. Non plus. J'ai plus de tenue en fait, mais c'était il y a vous 20 ans. Hein, mais je vais essayer d'en trouver une. Quand vous serez à Nevers, vous ferez un peu d'escrime? Ça c'est une surprise, j'ai pas le droit d'en parler. Ouais, donc mais il va le faire. à mon avis, regardez quand même. Ouais, Ça non. va vous faire rire, je pense. Ouais, alors j'ai compris, donc il va le faire. Ouais, très bien. On continue avec les partenaires. On en a parlé il y a quelques jours. C'est Poiret qui se mobilise pour le Téléthon et qui a créé un bracelet spécial pour le Téléthon aux couleurs. Chaque bracelet représente une couleur du logo du Et Téléthon. combien ça coûte? Ça coûte 169 €. D'accord. Et tous les bénéfices sont reversés au profit du Téléthon. Vous pouvez faire un petit hashtag aussi et communiquer sur les réseaux sociaux. On a fini. Oui, on a Bon, et fini. n'oubliez pas de bouger votre pompon pour le Téléthon. Ah bah, le Téléthon, et d'acheter votre bonnet sur KissKissBankBank avec le bonnet. avec le slip français. Merci Laura, vous la retrouverez évidemment samedi avec Dès Sophie. demain soir. Dès demain soir. Alors ça c'est un salon qui nous concerne, hein, c'est le salon de la jeunesse. Oui, le salon de Montreuil, 32e édition d'un salon du livre et de la presse jeunesse. Ça dure jusqu'à dimanche. Tout le monde sera là, hein, les auteurs, les illustrateurs. Et alors, la question qu'on a envie de leur poser à tous, c'est comment fait-on pour écrire pour les jeunes? Parce qu'il faut se lever tôt, hein, pour leur mettre un bouquin dans les mains. Alors, Libération et le Figaro leur ont posé cette question. Voici quelques bribes, quelques éléments de réponse. Car il ne faut pas croire qu'il y a une recette. Alors, les enfants, ils aiment savoir ce qui relève de la réalité dans la fiction, nous dit-on. Ils ont un gros besoin de vérité. Il faut avoir quelque chose à leur dire et ce quelque chose ne doit pas être vague, nous dit Marie-Aude Muraille, auteure à succès. Elle a notamment écrit Miss Charity et Sauveur et Fils. Alors, le problème du vocabulaire aussi avec les enfants. Comment anticiper le niveau de vocabulaire de l'ado? Parce qu'il y a certains mots qui sont un peu compliqués. Eh bien, en fait, ce serait un faux problème. Il paraît que l'enfant ne s'arrête pas s'il lit un mot trop compliqué. Contrairement à l'adulte qui va chercher le dictionnaire ou qui regarde sur Internet. Non, l'enfant ne s'arrête pas quand il voit un mot compliqué. Il a cette habitude, nous dit-on, alors je cite, de fabriquer des blocs de remplacement provisoires pour les mots qu'il ne comprend pas. Parce qu'il fait ça toute la journée. C'est vrai que toute la journée, il peut être amené à lire des choses qu'il ne comprend pas. Ça peut être dans des cours, dans des choses comme ça, à l'école. Mais c'est pas grave. Il réussit à reconstituer tout, même s'il y a quelques blancs dans sa compréhension. Alors, les Américains, apprend-on aussi dans Le Figaro ce matin, ont inventé un concept, le livre pour ceux que la lecture rebute. Alors, les recettes, parce que là, il y en a quelques-unes. Chapitre court, dialogue omniprésent, phrases brèves, et puis alors suspense, relancé, toutes les 10 pages. Voilà, si vous voulez vous lancer dans l'écriture de livres pour ados ou pour enfants, vous avez quelques éléments de la recette pour que ça fonctionne. Alors le livre, il en est aussi question ce matin et à la une dans La Croix, qui en ce 1er décembre est un peu plus de 3 semaines de Noël. Il va de ses conseils sur les beaux livres, parce que les beaux livres sont en fête, et c'est aussi le cas dans Télématin. Alors voici notre sélection, j'y reviendrai régulièrement d'ici Noël, mais vous avez ce livre sur les requins. Il est splendide, il est signé Michael Muller chez Taschen. Ce ne sont que des photos. Et l'auteur dit « Je savais que je ne pouvais pas amener un requin blanc en studio, donc il me fallait amener le studio au requin. » Et voilà ce que ça donne. C'est la photo des photos, en quelque sorte. Autre livre, Fêtes et merveilles du monde forain. Alors ça, c'est signé Marcel Campion, un sacré tempérament. Il en est d'ailleurs question dès la préface, parce que la préface est signée Claude Lelouch. Et que dit-il, Claude Lelouch, à propos de Marcel Campion? Il dit « Le placier est l'employé municipal qui indique à chaque forain débarquant sur la place du village l'emplacement qui est attribué à son manège.
Marcel Campion, lui, est de ces hommes qui n'ont jamais obéi au placier. Voilà. Heureusement, il est tout seul dans ça. S'ils étaient tous comme ça, ça serait la panique. Alors ça, c'est aux éditions du Cherche Midi, Ouais. le livre de Marcel Très Campion. bien. Enfin, Art for All, un livre dédié à un truc assez rare, on en parle peu, à la gravure sur bois. Elle est devenue très populaire à la fin du 19e siècle en Autriche, du côté de Vienne. Au début, c'était purement illustratif, et puis c'est devenu un art qui, selon les auteurs, annonçait en fait l'expressionnisme. Alors, c'est très Art for All, intéressant ce c'est chez bouquin parce que vous Taschen. verrez le lien avec les tags que l'on fait aujourd'hui. Regardez bien ça. Ça a un siècle et aujourd'hui, vous voyez. On croirait du Bansky en bas. Ouais. Ça, on a l'impression que c'est un tag récent. Comme quoi, on n'invente rien. Merci beaucoup. C'est la fessée, vaisselle foutue, pampan cucu, vaisselle cassée. Vaisselle cassée. Oui. Alors, vaisselle cassée. On va vous parler de vaisselle, c'est tout à fait intéressant. Est-ce que vous avez remarqué qu'en faisant vos courses, je ne dis pas ça à Henri-Jean Servat, non. Bien sûr. Que les paquets alimentaires sont de plus en plus grands. Il y a moins de choses dedans, mais c'est de plus en plus grand. Et plus les paquets sont gros, et moins ils sont chers, parce qu'il y a moins de produits dedans. Et plus vous les achetez. Bon, bref, ça fait qu'il y a pas mal d'obèses dans le monde, et notamment en Europe. On a les chiffres là-dessus à ce oui, propos. aujourd'hui, on sait que plus de la moitié des Européens, plus de 50% des Européens sont en surpoids. Même chiffre d'ailleurs en France, la moitié des gens se trouvent en surpoids. Il y a 16% d'obèses également en France. Autant dire qu'il y a peut-être un petit problème alimentaire. Et la grande distribution, on va pas se faire des amis, a bien quand même aidé à l'obésité. Pourquoi ? Parce qu'on ne trouve plus aujourd'hui de paquets solo ou très peu dans la grande distribution. Les paquets de chips, c'est par 4. Les yaourts, c'est par 18. Les paquets de pâte à tartiner, c'est plus le petit pot, le petit verre. Non, c'est le maxi bocal de pâte à tartiner. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Que c'est On nous pousse à la consommation. Oui, c'est ça. On nous pousse à manger beaucoup plus et trop. On mange beaucoup plus qu'avant devant l'offre alléchante économique de ce toujours plus gros. Et il n'y a pas que les paquets qui ont changé, le conditionnement, la vaisselle aussi, dans laquelle nous mangeons, a beaucoup changé. Quel rapport avec l'obésité, ça? Parce que les assiettes sont beaucoup plus grandes qu'avant. D'ailleurs, il y a des assiettes qui ne rentrent plus dans les lave-vaisselle aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Plus l'assiette est grande, plus vous êtes tenté d'en mettre beaucoup. Absolument, parce que le cerveau, il a un signal. C'est-à-dire que quand vous avez une grande assiette avec un petit contenu, il va dire « Ah ben non, mais j'ai rien à manger dans cette assiette ». Vous mettez le même contenu dans un bol et vous mettez le bol à ras, le cerveau va se dire « Tiens, je suis bien nourri, je vais être à satiété, je vais manger beaucoup », alors que le contenu est le même. Autant dire que la taille de la vaisselle a une influence très importante. Et il y a une étude qu'il a d'ailleurs prouvée, et on va en parler avec l'auteur d'un livre qui parle de ça également, c'est l'alimentation santé, les recettes, et vous allez comprendre pourquoi c'est important, la vaisselle. Alors dans la vaisselle, la grande tendance, c'est le blanc. C'est des grandes assiettes, c'est quelque chose de très épuré, très simple, très basique. C'est ce que vous allez mettre dans votre assiette qui va faire votre décor de table. Et après, on fait énormément de mélanges de décors, où on a plein de modèles différents, et en fait, les gens choisissent, prennent un petit peu de bleu, un petit peu de gris pour faire des amalgames. Mais la grande base quand même dans l'assiette, c'est le blanc. Souvent, la couleur blanche met davantage en valeur les aliments. Et une couleur qui est un peu un interdit, c'est la couleur rouge. Donc les assiettes rouges n'incitent pas à manger parce que dans l'inconscient, le rouge, c'est l'interdit. Et puis le rouge ne met pas en valeur du tout l'aliment qui se trouve dans l'assiette. Tout se passe au niveau du cerveau. C'est-à-dire que le cerveau va donner des informations sur la quantité et il va jauger la quantité par rapport au récipient. Par exemple, un petit verre de vin qui sera rempli, pour le cerveau, ce sera un verre de vin entier. En revanche, un verre de vin de grande taille qui sera rempli avec la même quantité, mais qui ne sera rempli qu'à un tiers, pour le cerveau, ce sera un tiers de vin seulement. Donc on en boira 3 fois plus, de manière à avoir bu son verre de vin en entier. Exactement pareil pour la vaisselle. Une même quantité disposée dans une petite assiette et dans une grande assiette. Pour le cerveau, dans la petite assiette sera pleine, donc on en prend une et ça suffit. Dans le deuxième cas de figure, dans une grande assiette, pour le cerveau, c'est une assiette à moitié pleine, donc on va pouvoir se permettre d'en prendre une deuxième. Et d'ailleurs, les restaurateurs le savent bien, c'est pour ça qu'il y a toujours des grandes assiettes dans les restaurants ou des verres de grande taille, parce qu'on va boire plus et on va manger plus.
fait attention à son poids quand on veut réduire les quantités. Effectivement, il vaut mieux manger dans des petites assiettes, boire dans des verres de petite taille et même choisir des couverts de petite taille également. Parce qu'on va prendre de plus petites quantités et on va mâcher plus longuement. Alors, le secret, ça pourrait être, je sais pas moi, le modèle japonais, très simple, petite assiette, peu de portions, non? Absolument, les Japonais ont tendance à manger Ah oui, hein. dans des petits ramequins, dans des petits bols. Voilà. Et ils ont tendance à s'arrêter de manger assez vite, à 80% de satiété. Ça a été un peu le modèle de longévité des habitants d'Okinawa. Et on appelle ça Oui, le c'est- hara hashibu. c'est Hara vrai, ça. hashibu, c'est de s'arrêter de manger avant d'être à satiété, ce qui expliquerait la longévité des Japonais. Moralité, manger en plus faible quantité, oui. Des produits de grande qualité, oui. Et c'est pas plus cher de manger petit, de la très bonne qualité, plutôt que de la grande Et par quantité. comparaison, on sait combien il y a d'obèses au Japon? Moins probablement que dans les sociétés Il y a occidentales. moins de maladies dans Cardiovasculaires. les sociétés anciennes du Japon, c'est-à-dire dans certaines îles comme Okinawa, mais dans les grandes villes comme Osaka, Tokyo, avec le fast-food, la junk Ah oui, c'est food vrai. qui arrive depuis une dizaine d'années, on commence à voir émerger du diabète et de l'obésité. Wider than a mile, I'm crossing you in style. Non. Diamant sur canapé. Breakfast à Tiffany. Diamant sur canapé. Oui, oui. In French, diamant sur canapé. Alors, c'est pas le premier, vous me direz, parce qu'il y en a eu beaucoup. Ah non, mais alors, celui-là, il a quelque chose. Mais alors vous qui êtes, si j'ose dire, une étoile de la galaxie, le Louchéenne, vous connaissez le petit Antoine Cyr, qui, dans Un homme et une femme, est le fils de qui? De Jean-Louis Trintignant et de Valérie Lagrange, donc fanatique de cinéma. C'est lui qui était au volant de la Mustang. Le fils, voilà, oui, Voilà. enfin, son père était un chroniqueur de radio très célèbre. Gérard Et- Cyr. Voilà, et Antoine Cyr, fils de Gérard, fils de Trintignant à l'écran, et fanatique de cinéma hollywoodien, il a écrit un livre qui recense toutes les actrices hollywoodiennes. Alors il a pris une période 1930-1955, je pense qu'il y aura un deuxième tome, et il part d'un constat très simple. À Hollywood, le pouvoir était dans les mains des hommes. C'était des hommes qui détenaient les studios, les gros cigares, ils faisaient passer les filles en promotion canapé, c'est arrivé à beaucoup d'actrices hollywoodiennes. Mais, je veux dire, le véritable pouvoir, le pouvoir émotionnel, le pouvoir psychologique, c'était les femmes qui l'avaient. On connaît Gloria, mauvais exemple parce on connaît Myrna Loy, on connaît Greta Garbo, on connaît Norma Shearer, on connaît Ava Gardner, Rita Hayworth. Et ce que fait Cyr, c'est que par-delà ces figures emblématiques, charismatiques, très connues, il s'intéresse à des filles comme Loretta Young, Anne Sheridan, Linda Darnell, Ouais, Véronique c'est la- Alec, Elizabeth Scott, C'est la un peu Ligue, moins connues, la Ligue 2. mais qui ont forgé l'imaginaire du spectateur qui a Bien été sûr, fasciné bien par... Et il explique, Cyr, que c'est pas seulement un pouvoir économique, c'est un pouvoir des émotions. C'est grâce à ça qu'elles avaient le véritable pouvoir à Hollywood. C'était ces actrices-là qui le détenaient. Nous avons rencontré Antoine Cyr dans un cinéma qui s'appelle le MacMahon, qui s'est fait une oui, bien gloire sûr, bien sûr. de passer ce genre de répertoire. En avant. Then why not you? Because I can't think of myself doing anything else. When I think of all the wonderful things that you know about, I've never even heard of. À l'âge d'or d'Hollywood, on a 8 studios qui sont dirigés par des hommes et qui ont envie d'enfermer les actrices dans des rôles qui sont extrêmement stéréotypés. Oh, now look what I've done. Mais il va y avoir un combat permanent des actrices pour sortir de ce stéréotype. I am fed up with taste and discrimination. Le plan de marketing des studios s'appuyait entièrement sur le glamour. Pour faire venir les spectateurs dans les salles, on parlait de la chevelure des actrices, on disait qu'elles étaient très belles, mais dans les films, elles n'étaient pas seulement très belles et bien coiffées, elles étaient formidables. Et ça, elles le faisaient grâce à un travail d'actrice qui était absolument extraordinaire. Elles avaient une obsession qui était d'être de bonnes actrices, et c'est ça que j'ai eu envie de raconter dans mon livre. What makes you so interested in my boyfriend? What do you think? Which is the ashtray? Elles ont complètement fait exploser le stéréotype de la femme dans lequel Hollywood voulait les enfermer. Elles ont véritablement inventé des personnages. I'm fed up with Addie Ross. Dans le cinéma hollywoodien, la façon dont on fait arriver la star, c'est très important. Et dans Assurance sur la mort, c'est un véritable cas d'école. Elle descend, la caméra est d'abord fixée sur ses jambes. On voit qu'elle porte une petite chaîne et cette chaîne va incroyablement impressionner le personnage masculin qui est un type assez faible, qui va être capable de commettre les pires crimes pour ça. Cette arrivée, c'est une arrivée de légende. L'âge d'or d'Hollywood
arrive à un moment où il y a de très grandes fractures de l'histoire. Il y a la Grande Dépression, il va y avoir la guerre, il va y avoir ensuite l'opulence extraordinaire de l'après-guerre. Et donc, on est à une époque où le monde change et où la condition de la femme change. Et les actrices de l'âge d'or d'Hollywood vont jouer un rôle très important là-dessus. On va avoir par exemple Katharine Hepburn qui va être une féministe. On va avoir Bette Davis ou Lana Turner qui vont montrer qu'une femme peut jouer des rôles de méchante. Frederick, sit down. You tell me about the insurance. My husband never tells me anything. Well, it's on your two cars, the LaSalle and the Plymouth. We've been handling this insurance for Mr. Dudikson for 3 years, and we'd hate to see the policies lapse. Olivia de Havilland va vouloir s'échapper de ses rôles et elle va même faire un procès contre la Warner qu'elle va gagner et qui va changer complètement la condition des acteurs et des actrices à Hollywood. Il va y avoir des tas de situations dans lesquelles, en réalité, par les actrices, les femmes américaines vont comprendre qu'on peut grignoter petit à petit une place dans la société. What about tomorrow night? If you'd like. I'd like. 7:30. Alors non seulement il faut vous procurer Oui, alors, ce un livre, livre- mais aller à la cinémathèque aussi pour les revoir. Alors, livre indispensable qui est édité par l'Institut de Lumière et l'Actes Sud. Vous avez vu que, on parlait du MacMahon, il passe en ce moment un hommage à Olivia de Havilland, qui a 100 ans. Il passe L'Héritière. C'est les plus grandes entrées depuis pratiquement le début de l'année. Vous savez ce qu'a fait Olivia de Havilland? Moi, je lui ai envoyé la programmation du cinéma. Elle a envoyé sur une feuille, elle a fait « Thank you, Olivia ». Elle a fait porter par sa secrétaire un remerciement au directeur du cinéma David Gauthier, qui l'a affiché dans la vitrine. À 100 ans, elle remercie un exploitant parisien de lui consacrer un hommage. Ça, c'est la vraie classe. C'est ce que raconte ce livre. La vraie classe hollywoodienne des années 30 à 55. Merci beaucoup, monsieur Henri-Jean. Nous, on se dit au revoir. Passez une bonne journée. On se revoit demain. Ah si, c'est prévu.